Au département des ressources humaines, ma belle-mère hurle et exige le salaire de sa bru, se justifiant, je suis la mère de son mari. Face à son agressivité, j'interviens d'un ton calme, la regarde et demande, qui êtes-vous? Ma belle-mère s'était rendue au service de la paie et de la comptabilité de mon entreprise et avait exigé qu'on lui remette mon chèque de paie. Je suis la mère de son mari. Émilie resta figée dans l'embrasure de la porte du bureau de comptabilité, incapable de faire un pas de plus. Au comptoir où les fiches de paie étaient distribuées se tenait Madame Dubois. Dans sa main, elle tenait son permis de conduire et un autre document. Sa voix était forte, calme et assurée. C'était le ton de quelqu'un qui n'était pas venu demander, mais prendre. Mademoiselle, je vous l'explique clairement. Aurélie est l'épouse de mon fils. Je suis la mère de son mari. Vous allez me remettre son chèque de paie. Chloé, l'employée de la paie, était bouche bée. Au bureau adjacent, Madame Martin, la chef de la comptabilité, retira lentement ses lunettes. Madame, réalisez-vous seulement où vous êtes en ce moment? Je comprends parfaitement. Je suis au service de comptabilité. Madame Dubois posa sa carte d'identité sur le comptoir et la fit glisser du bout des doigts. Voici ma carte d'identité et voici l'acte de naissance de mon fils. Nous sommes une seule famille, et l'aîné de la famille gère les finances. Aurélie entra enfin dans la pièce. Madame Dubois. Sa belle-mère se retourna et sourit chaleureusement, presque familièrement, comme si elle s'était croisée au supermarché. Émilie, ma chérie, je parlais justement de toi. Ne t'inquiète pas, je vais arranger tout ça. Qu'est-ce que vous allez arranger exactement? Tout, dit-elle en se retournant vers le comptoir. Alors, quel est le montant total? Madame Martin se leva. Elle était plus petite que Madame Dubois d'une tête, mais sa posture fit que toute la pièce devint silencieuse. Quel montant? Qui êtes-vous? Vous ne travaillez pas ici. Sortez de mon bureau avant que j'appelle la sécurité. Excusez-moi. Comment osez-vous me parler ainsi? J'ose, dit Madame Martin en pointant un doigt rigide vers la porte. Dehors. Madame Dubois rangea calmement sa carte d'identité et l'acte de naissance, ferma méticuleusement son sac à main et prit son temps pour se retourner. Aurélie était parfaitement consciente que les 9 personnes du service la fixaient. Juste à l'entrée, sa belle-mère fit une pause. Ce n'est rien de grave, annonça-t-elle à voix haute, s'assurant que tout le monde l'entendait. Nous en discuterons à la maison. La porte se referma d'un clic. Chloé fut la première à briser le silence. Émilie, qui était-ce? Ma belle-mère. Mon Dieu. Aurélie descendit le long couloir jusqu'à son propre bureau et s'assit à son bureau. Sur son écran, il y avait l'estimation budgétaire pour le nouveau projet de construction de la phase 3, où la veille encore, elle avait décelé une erreur de double facturation pour les armatures. Les chiffres dansaient devant ses yeux. 10 minutes plus tard, Madame Martin passa la tête par la porte du bureau. Venez me voir. Pas tout de suite. En fin de journée. Madame Martin, je vous jure, je n'avais aucune idée. Je sais que non, dit Madame Martin, c'est précisément pourquoi j'ai dit en fin de journée. La porte se referma. Aurélie regarda son téléphone. 3 appels manqués de Julien et un message. Maman a dit que tu lui avais crié dessus. Est-ce vrai? Elle appela son mari. Il ne répondit pas. Elle composa à nouveau. Émilie, je suis sur un chantier. Julien, ta mère vient de se présenter à mon travail. Alors, elle est passée? Elle est passée au service de la paie d'une entreprise de construction. Écoute, ne commence pas. Au bout du fil, elle entendit un contremaître crier en arrière-plan. Elle essayait juste d'aider. Tu exagères toujours. Elle a exigé mon chèque de paie. Elle voulait qu'on lui remette mon salaire. Elle a dit qu'elle voulait m'aider à l'obtenir parce que je suis trop occupée pour faire les courses. Aurélie ferma les yeux, se frottant les tempes. Julien. Mon salaire est directement versé sur mon compte bancaire. Il n'y a pas de course à faire. Entends-tu seulement ce que tu dis? Il fit une pause. Nous en discuterons à la maison, dit-il avant de raccrocher. Ils en discutèrent à la maison de la même manière qu'ils avaient discuté de tout au cours des 6 derniers mois. Julien enleva ses bottes de travail, entra dans la cuisine,
se versa un verre de thé glacé et s'assit avec la posture d'un homme qui avait été injustement convoqué chez le directeur. « Peux-tu juste être calme ?» demanda-t-il. « Je suis calme, dit Aurélie. Ta mère a annoncé à tout mon service qu'elle est la mère du mari et donc en droit de toucher mon argent. Je vais me promener dans ces couloirs avec ça au-dessus de ma tête pour le reste de l'année. Personne n'y pensera. Tout le monde y a pensé. Madame Martin m'a appelé dans son bureau. Et alors? Qu'est-ce que Madame Martin a dit? Rien encore. Je le saurai demain. Julien but une gorgée de son thé. Maman est juste inquiète pour nous. Inquiète de quoi exactement? Du fait que nous vivons comme des étudiants. Nous avons une hypothèque. L'endroit a besoin d'être rénové et nous économisons depuis 3 ans. C'est mon hypothèque. J'ai acheté ce condo avant même de te rencontrer. Il sera payé dans moins d'1 an. Exactement, dit Julien en levant les mains. Le tien? Tout est à toi? Est-ce normal pour toi? Elle réalisa que la conversation dérivait vers un territoire qu'il avait clairement préparé depuis des jours. Qu'est-ce que tu veux dire par normal? Nous ne parlons pas de ma mère de cette façon. Ta mère vit à Marseille et appelle une fois par mois. Ma mère vit à 20 minutes d'ici et voit réellement ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'elle voit? Julien posa son verre. Maman a offert une solution. Nous vendons ton appartement de 2 chambres. Nous le combinons avec l'argent de la vente de son appartement d'1 chambre, et nous achetons une belle maison de 3 chambres en banlieue. Il y aurait assez de place pour tout le monde. La cuisine devint incroyablement silencieuse. Aurélie pouvait clairement entendre les sons étouffés de la télévision des voisins à travers le mur. De la place pour qui? Tout le monde. Eh bien, oui. Nous et elle. Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il fit un geste vague. C'est une femme âgée. Elle est toute seule. Elle a peur de vivre seule. Elle a 58 ans, Julien. En mai, elle a reconstruit toute sa terrasse arrière toute seule. Arrête d'exagérer. Je n'exagère pas. Je demande. Tu proposes que je vende ma maison pour vivre avec ta mère. Je propose un plan pour nous. Pas seulement pour toi, dit-il, sa voix pleine de ressentiment soudain. Et honnêtement, arrête ton numéro à ma maison. C'est insultant. Aurélie se leva, entra dans la chambre et sortit un lourd dossier accordéon du tiroir inférieur de son classeur. Elle l'ouvrit. L'acte de propriété original et les documents d'assurance titre manquaient. Elle fouilla les papiers 2 fois. Les relevés de charges étaient là, les relevés hypothécaires étaient là, mais l'acte et le titre avaient disparu. Julien, qu'est-ce que c'est? Où est mon acte? Il apparut dans l'embrasure de la porte, mâchant un morceau de beurre protéiné. Maman l'a emmené au bureau de l'état civil. Elle faisait des courses et voulait poser une question à un employé sur le zonage. Je lui ai donné. Quand? Je ne sais pas, il y a peut-être 3 semaines. Aurélie s'assit par terre, le dossier ouvert sur ses genoux, regardant son mari. Tu as donné les documents de propriété originaux de mon appartement à ta mère, et tu ne m'as rien dit. Elle faisait juste une photocopie. Pourquoi es-tu si hystérique? Je vais le récupérer. Je l'appellerai demain. Appelle-la tout de suite. Émilie, il est presque 22 heures. Appelle-la tout de suite. Il soupira bruyamment. Sortit son téléphone et le mit en haut-parleur. Aurélie écouta la sonnerie. Puis vint la voix de sa mère, vive, joyeuse et pas du tout endormie. Salut, maman. Émilie demande des nouvelles de l'acte de son appartement. Oui. D'accord, je lui dirai. Il éloigna le téléphone de son visage. Elle dit qu'elle l'a rangé en lieu sûr. Elle le retrouvera et l'apportera. Laisse tomber. Donne-moi le téléphone. Elle le lui arracha des mains. Madame Dubois, c'est Émilie. Bonjour, ma chérie. J'ai besoin de mes documents de propriété pour demain. Oh, je vais les retrouver. Ne t'inquiète pas. Une brève pause. Tu sais, tu devrais vraiment me dire. Tu n'es pas fâché contre moi à propos d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Je l'ai fait du fond du cœur. Une femme devrait toujours savoir où va son argent. Je sais exactement où va mon argent.
Oh, dit sa belle-mère en poussant un petit rire. Bonne nuit, Émilie. Aurélie rendit le téléphone à son mari. Elle resta éveillée toute la nuit, les yeux grands ouverts. Le lendemain matin, Madame Martin ferma la porte de son bureau et s'assit en face d'Aurélie. Monsieur Dupont est au courant. Qui le lui a dit? Chloé l'a dit à tout le monde. Tu sais comment elle est. Madame Martin tapa un crayon sur son bureau. Il m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit que c'était une parente mentalement instable. Il m'a demandé si ça allait se reproduire. Ça ne se reproduira pas. Émilie. Madame Martin la regarda par-dessus le rebord de ses lunettes. Je suis dans la comptabilité d'entreprise depuis 22 ans. Les femmes comme ça ne se présentent pas qu'une seule fois. Elle a réalisé qu'elle n'obtenait pas d'argent de ma part. Elle a réalisé que tu étais humilié. C'est un problème complètement différent. Aurélie resta silencieuse. Ne pense pas que je te réprimande. Je te préviens. Si elle revient, et elle reviendra, les gens ne parleront plus de toi comme de notre meilleure estimatrice. Ils parleront de toi comme de la fille qui amène un cirque au bureau. Étage M. Dupont ne pensera plus à tes tableaux budgétaires. Comprends-tu comment fonctionne le monde de l'entreprise? Je comprends. Retourne au travail. Pendant sa pause déjeuner, la mère d'Aurélie l'appela depuis Marseille, lui demanda des nouvelles de sa santé et vérifia si elles économisaient toujours pour la rénovation. Aurélie répondit oui, ne mentionnant absolument rien de la veille. Ce soir-là, alors qu'elle montait à son immeuble, sa voisine Pauline l'arrêta près des boîtes aux lettres. « Émilie, je voulais te demander. Vous déménagez ?» Aurélie s'arrêta net. « Pourquoi penses-tu ça ?» Eh bien, Pauline déplaça son sac de course à l'autre bras. Il y avait un homme qui se promenait dans le couloir avec un presse-papier, mesurant les dimensions de ton appartement et prenant des photos de l'agencement. J'ai pensé que tu le mettais en vente. Quand était-ce? Mercredi ou jeudi? Certainement un jour de semaine. Je revenais du marché vers 14 heures. À 14 heures un jour de semaine, Aurélie était au bureau. Julien était sur un chantier. Pauline, était-il seul? Non, dit Pauline. Il était avec une femme âgée, très soignée, portant un trench coat beige. Je pensais que c'était une agente immobilière. Elle avait les cheveux attachés comme ça. Oui, ça lui ressemble. Aurélie monta à son étage et resta longtemps devant sa porte sans sortir ses clés. Madame Dubois était entrée chez elle en pleine journée sans qu'elle le sache et avait amené un expert avec un maître. La clé? Sa belle-mère avait une clé. Julien la lui avait donnée il y a 2 ans quand ils étaient allés à Nice pendant une semaine pour qu'elle arrose les plantes. Aurélie n'avait même pas pensé à la récupérer. L'appartement était vide. Julien travaillait tard. Elle traversa les pièces et s'arrêta dans la chambre principale. Dans le coin se trouvait une commode vintage qu'elle avait héritée des précédents propriétaires. Julien utilisait le tiroir du haut comme fourre-tout pour des babioles, des chargeurs de téléphone, des reçus de quincaillerie, de vieux badges de travail. Aurélie ouvrit le tiroir et commença à fouiller. Un reçu de Castorama, un reçu de Carrefour, une carte de garantie pour une perceuse et un morceau de papier plié en 4. Elle le déplia. C'était un relevé de compte. L'entête appartenait à un prêteur sur gages agressifs. Le genre d'endroit qui offre des prêts sur titre avec des taux d'intérêt exorbitants. Le nom sur le compte était celui de Madame Dubois. Nom légal complet. Le montant indiqué était de 4100 € et des poussières en petits caractères en bas. Paiement d'intérêt mensuel. La date était le 28 du mois dernier. Aurélie s'assit sur le bord du lit. Le 28, 2 semaines avant que sa belle-mère ne se présente à son travail. 4100 € rien qu'en intérêt. Cela signifiait que le prêt principal approchait les 200 000 €. Ce n'était pas emprunter 100 € à un voisin en attendant la retraite. C'était une institution qui comptait les jours. Et le relevé était dans le tiroir à fourre-tout de Julien. Cela signifiait qu'il effectuait les paiements pour elle ou qu'il lui livrait les documents. Il savait. Elle entendit le pêne dormant tourner. Julien entra et jeta sa veste sur une chaise. « Pourquoi es-tu assise dans le noir ?» Aurélie alluma la lampe de chevet et tendit le morceau de papier. Il le prit, y jeta un coup d'œil, et elle vit son visage tressaillir. Ce fut juste une fraction de seconde,
mais elle le vit. C'est ta maman. Je peux lire que c'est à ta mère. Qu'est-ce que c'est? Elle a pris un petit prêt pour réparer le toit de son immeuble. 4 000 euros. 100 euros. Ce n'est que l'intérêt, Julien. Combien a-t-elle emprunté? Je ne sais pas. Tu as pris ça pour le payer et tu ne sais pas. Je n'ai rien pris pour le payer, dit-il un peu trop rapidement. Elle m'a demandé de garder le reçu pour qu'elle ne le perde pas chez elle. Alors, elle le garde dans mon appartement. Notre appartement? Il jeta le reçu sur la commode. Écoute, pourquoi fouilles-tu dans mes affaires? Je cherchais l'acte de mon appartement, que ta mère a emporté il y a 3 semaines, dit Aurélie. Je n'ai pas trouvé l'acte, mais j'ai trouvé ça et j'ai découvert qu'elle s'est laissée entrer. Julien se figea. Qui t'a dit ça? Pauline, la voisine. Vieille Pauline. Elle a parfaitement décrit ta mère dans son trench coat beige. Il resta silencieux pendant 10 longues secondes, puis s'assit sur le lit et se frotta le visage avec les mains. Elle voulait juste faire une estimation. Une estimation de quoi? De l'appartement, pour voir combien il vaut, marmonna-t-il en regardant le sol. Émilie, elle n'a rien volé. Ils ont juste regardé autour d'eux. Elle est entrée chez moi sans ma permission et a amené un expert immobilier. Comprends-tu à quel point ça semble fou? Je comprends que tu es sur le point de faire une crise massive. Aurélie se leva. Récupère ma clé tout de suite. Elle l'a. Alors va la récupérer, Émilie. S'il te plaît. Il leva les yeux. Je ne vais pas confisquer la clé de ma propre mère pour l'appartement de son fils. C'est humiliant. Mais amener des étrangers chez moi n'est pas humiliant? Ce n'est pas une étrangère. C'est de la famille. C'est une étrangère à ma propriété, dit Aurélie plus fort qu'elle ne l'avait voulu et entendit immédiatement à quel point cela sonnait dur. Julien se leva. Ça y est. Ça y est encore. Ma propriété. Pendant 3 ans, tu m'as mis ça sous le nez. J'ai dit ça exactement 2 fois dans toute ma vie, et 2 fois, c'était suffisant. Il sortit dans le salon et alluma la télévision bruyamment. Aurélie s'assit dans la chambre avec le relevé de prêt à la main, ne pensant plus à la clé de rechange. Elle pensait au fait que 4 100 euros d'intérêt étaient dus chaque mois et que quelqu'un, quelque part, devait toucher cet argent. Le lendemain matin, elle se rendit à sa banque, non pas pour le prêt de sa belle-mère. Elle n'avait aucun droit légal d'y toucher. Elle y alla pour sa propre carte de débit. Elle la cherchait depuis 2 jours et avait supposé qu'elle était tombée au fond de son sac à main. Maintenant, elle était assise en face d'un banquier dans un box et demanda à déclarer la carte perdue. Très bien, regardons l'activité récente. Il y a eu 2 retraits d'argent au guichet. Un à l'agence de Saint-Germain le 12 pour 1 500 euros. Était-ce vous? Aurélie sentit la nuque de son cou devenir glacée. Non. Et un autre le 10 pour 2 000 euros. Même distributeur, pas vous non plus. Le banquier la regarda avec une soudaine inquiétude. Madame, avez-vous donné votre carte à quelqu'un? Non. Quelqu'un d'autre connaissait votre code PIN? Aurélie resta silencieuse. Julien connaissait le code PIN. Elle l'avait réglé sur le mois et l'année de leur mariage pour ne pas l'oublier. Mon mari le connaissait, dit-elle finalement. Le banquier hocha la tête avec sympathie et commença à taper. Nous allons bloquer la carte. Le reste dépend de vous. Si vous voulez contester les frais pour fraude, c'est un processus différent. Cela implique de déposer une plainte contre l'individu. Pas de plainte, dit Aurélie. Pas encore. Elle sortit dans l'air frais du matin et appela son mari. Julien, où est ma carte de débit? Quelle carte de débit? Ta carte de paie. Comment le saurais-je? Quelqu'un a retiré 3 500 euros avec les 10 et 12 au distributeur de Saint-Germain. Silence. Le distributeur de Saint-Germain était à 2 pâtés de maison de l'appartement de Madame Dubois. Émilie, maman m'a demandé un service, dit-il doucement. Elle a dit que ça ne te dérangerait pas. L'argent était juste là et elle le rembourserait avec sa retraite. Aurélie resta figée sur le trottoir tandis que les piétons la frôlaient. Tu as pris ma carte de débit et tu l'as donnée à ta mère? Je ne lui ai pas donné la carte. J'ai retiré l'argent et je le lui ai apporté. Tu as volé mon argent. C'est notre argent, rétorqua-t-il défensivement.
Nous sommes mariés, Émilie. Tout ce que nous avons est commun. Si c'est commun, pourquoi ne m'as-tu pas demandé? Il ne répondit pas. Julien, réponds-moi. Si c'est notre argent, pourquoi as-tu dû te cacher et le faire derrière mon dos? Parce que tu aurais réagi exactement comme tu réagis en ce moment. Elle lui raccrocha au nez. Ce soir-là, elle ne rentra pas chez elle. Elle gara sa voiture dans l'allée derrière son immeuble et regarda ses propres fenêtres. Les calculs s'additionnaient enfin. La belle-mère a un prêt usuraire. L'intérêt est de 4100 € par mois. Le compte bancaire d'Aurélie était le distributeur qui la maintenait à flot. L'acte de l'appartement était en possession de Madame Dubois. Un expert avait déjà évalué l'endroit. Et il y avait la pression constante pour vendre l'appartement de la belle-mère et acheter une maison de 3 chambres. Sauf que la maison de 3 chambres était un conte de fées. La maison de 3 chambres n'était qu'un bel emballage. Aurélie sortit son téléphone, ouvrit l'application de notes et tapa un mot. Pourquoi? Pourquoi aller au service de comptabilité de son bureau si elle savait pertinemment qu'il ne remettrait jamais le chèque de paie de quelqu'un d'autre? Madame Dubois avait travaillé comme responsable des stocks pendant 30 ans. Elle savait comment fonctionnait la paie en entreprise. Elle n'aurait pas pu croire sérieusement qu'il lui remettrait une enveloppe d'argent, ce qui signifiait qu'elle n'était pas venue pour l'argent. Assise dans sa voiture froide, Aurélie comprit enfin. Elle était venue pour que 9 personnes au bureau le voient. Pour que Madame Martin appelle. Pour que Monsieur Dupont pose des questions. Pour qu'Aurélie ait peur de perdre son emploi. Une femme qui a peur de perdre sa carrière est une femme qui, dans un mois, signera volontiers tout ce qui lui sera demandé juste pour que le cauchemar domestique s'arrête. Le lendemain même, Madame Dubois revint au bureau, non pas au service de comptabilité. Elle se rendit directement à la suite exécutive. Aurélie la prit de Chloé, qui fit irruption dans son bureau sans frapper. Émilie, elle est avec Monsieur Dupont. Qui est ta belle-mère? Elle est assise dans le bureau du directeur depuis 20 minutes. Aurélie se précipita vers la suite exécutive. La réceptionniste leva les yeux et fit un subtil signe de tête frénétique. N'y allez pas. 10 minutes plus tard, la lourde porte en chêne s'ouvrit. Madame Dubois sortit la première, portant son trench coat beige signature, son sac à main drapé sur son avant-bras. Juste derrière elle se trouvait Arthur Dupont, un homme corpulent au visage perpétuellement épuisé. Merci beaucoup de m'avoir écouté, disait Madame Dubois. Je ne suis pas venu me plaindre. Je voulais juste aborder ça d'humain à humain. Oui, bien sûr, dit Monsieur Dupont en douceur. Madame Dubois aperçut Aurélie et son visage s'illumina. Émilie, ma chérie, ne sois pas fâchée. Je suis juste passé pour éclaircir ce petit malentendu l'autre jour. Aurélie, entre dans mon bureau, dit Monsieur Dupont. Une fois à l'intérieur, il s'assit lourdement dans son fauteuil en cuir, resta silencieux un instant et fit glisser quelques feuilles de papier imprimées sur son bureau. Elle m'a laissé ça. Aurélie les prit. C'était une transcription imprimée de ses messages avec Julien. Des captures d'écran de messages où elle avait écrit « Je suis épuisée. J'en ai marre de soutenir financièrement tout le monde. Laisse ta mère gérer ses propres dettes. » Sauf que c'était tronqué. La partie de soutenir tout le monde l'était tronquée pour faire croire que c'était une réponse à Julien disant « Ils m'ont donné ma prime sur le chantier aujourd'hui. » Et la partie le laisse-la gérer ses propres dettes était privée du contexte qu'Aurélie parlait de l'argent retiré au distributeur. Monsieur Dupont, c'est entièrement sorti de son contexte. Je vois que c'est sorti de son contexte, dit-il. Je ne suis pas un idiot. Ce n'est pas ce qui me préoccupe. Il retira ses lunettes. Cette femme a été assise dans mon bureau pendant 20 minutes et m'a très poliment, très gentiment expliqué qu'une employée clé de mon entreprise faisait face à une ruine financière catastrophique. Elle a insinué que vous étiez noyé sous les dettes, que vous étiez, et je cite, très instable et pourriez commencer à faire des erreurs au travail. Il se pencha en avant. Vous calculez mes budgets de construction, comprenez-vous ce qu'elle visait? Aurélie sentit son visage brûler. Je comprends. Elle n'est pas stupide, dit Monsieur Dupont. Elle n'est pas venue crier. Elle est venue semer le doute. Si je n'avais pas travaillé avec vous pendant 8 ans, je chercherais déjà quelqu'un pour vous remplacer sur le projet de la phase 3. Je n'ai aucune dette. Je vous le promets. Je vous crois.
Il tapa son index sur les papiers imprimés. Mais elle a laissé ses ordures sur mon bureau et maintenant elles sont dans mon bureau. Vous comprenez? C'est une responsabilité. Aurélie. Faites que ça disparaisse. Je le ferai. Il plia les papiers. Parce que si elle apporte un deuxième lot ou un troisième, je suis un homme d'affaires. À la 4e fois, mon cerveau commencera à se demander si là où il y a de la fumée, il y a du feu. C'est exactement ce sur quoi elle compte. Aurélie ne dit rien. Réglez vos problèmes domestiques, dit le directeur d'un ton sec. Immédiatement, elle sortit de son bureau et faillit entrer en collision avec Madame Martin dans le couloir. Mon bureau, dit Madame Martin. Maintenant. Tout le monde était au déjeuner. Madame Martin versa 2 tasses de café de la cafetière de la salle de pause et s'assit. Commence à parler. Qu'y a-t-il à dire? Tout. Madame Martin but une gorgée. Émilie, je ne suis pas ta petite amie. Je suis ta directrice des RH et de la comptabilité. Mais je connais parfaitement ce genre de femme. J'ai eu une belle-mère exactement comme elle. J'ai vécu avec la psychopathe pendant 8 ans. Dis-moi tout. Je promets de ne pas juger. Alors Aurélie lui raconta. Elle lui raconta le reçu d'intérêt de 4100 €, la carte de débit volée, l'acte de propriété manquant, l'expert mesurant le salon et le grand plan d'acheter une maison de 3 chambres ensemble. Madame Martin écouta sans interrompre une seule fois. Puis elle posa sa tasse. Quel nom figure sur l'appartement? Le mien. Quand l'as-tu acheté? 2 ans avant le mariage. Le prêt immobilier est uniquement à ton nom? Uniquement au mien. Il est juste répertorié comme résident. Madame Martin hocha lentement la tête. Alors, laisse-moi t'expliquer le droit immobilier. Établir sa résidence lui donne des droits de locataire, mais cela ne lui donne pas la propriété. C'est un bien prénuptial. En cas de divorce, il n'obtient absolument rien. Elle le sait. Elle était responsable des stocks. Elle sait comment fonctionnent les biens légaux. Alors, elle sait. Regarde, dit Madame Martin en levant un doigt. Point, elle a désespérément besoin d'argent. L'intérêt la saigne à blanc. Elle pourrait vendre son propre appartement et effacer la dette, mais alors elle serait sans abri. Elle ne veut pas ça. Elle a besoin d'effacer la dette et de garder un toit sur la tête. Elle leva un deuxième doigt. Point 2, ton appartement ne peut pas être vendu sans toi. Ni par son fils, ni avec une dérogation conjugale standard. Ils ont besoin de ta signature physique. Elle leva un troisième doigt. Point 3. Et c'est le clou, Émilie. Elle n'a pas besoin de falsifier illégalement ta signature. Elle a besoin de briser ton esprit jusqu'à ce que tu la donnes volontairement. Elle a besoin que tu entres dans un bureau d'agent immobilier et que tu dises « Vendez-le ». Je n'en peux plus. Aurélie resta parfaitement droite sur sa chaise. C'est pourquoi elle est venue à mon travail. C'est exactement pourquoi elle est venue à ton travail, confirma Madame Martin. Elle ne te vole pas seulement. Elle mène un siège psychologique. Elle a besoin que tu sois ruiné, épuisé, professionnellement instable et isolé avec ton mari fermement de son côté. Une fois que tu auras touché le fond, tu signeras n'importe quoi juste pour que le cauchemar domestique s'arrête. Elle a pitché l'idée de la maison de 3 chambres à Julien. Bien sûr qu'elle l'a fait. La grande maison familiale est le mensonge qu'elle raconte à son fils pour qu'il ne se sente pas comme un parfait salaud de participer. Si le plan de la maison était réel, elle ne viderait pas ton compte courant à un distributeur automatique de Saint-Germain. Aurélie regarda la tasse de café. Il y a encore une chose, dit Madame Martin. Tu as dit qu'elle avait ton acte physique depuis 3 semaines. Quand as-tu vérifié la dernière fois les registres immobiliers de ton département en ligne? Jamais. Fais une recherche de titre aujourd'hui. Tu peux le faire via le portail du greffe départemental. Ça prend 5 minutes. Pourquoi? Je sais déjà que je possède l'endroit. Tu sais que tu possédais l'endroit libre et clair, dit calmement Madame Martin. Tu n'as aucune idée de ce qui y est attaché en ce moment. Aurélie sentit son estomac se nouer. Elle n'aurait pas pu. C'est impossible. Ils ont besoin de ma présence pour tout changement de titre. Madame Martin termina son café. Fais juste la recherche. Tu dormiras mieux.
Aurélie fit la recherche depuis son téléphone assise dans le parking avant même de monter à son appartement. Quand elle entra, Julien était à la maison et il n'était pas seul. Assise à l'îlot de la cuisine, coupant du céleri avec un couteau, portant un tablier, se trouvait Madame Dubois. « Émilie, ma chérie, nous t'attendions. J'ai apporté du pain de viande. » Aurélie se tint dans l'embrasure de la cuisine, toujours vêtue de son manteau. « Comment êtes-vous entrée ? » ?»« Avec ma clé, dit sa belle-mère sans se retourner. »« Julien, passe-moi ce saladier. J'ai demandé cette clé. »« Émilie, s'il te plaît, ne commence pas, » gémit Julien. « J'ai posé une question directe. » Madame Dubois posa le couteau, s'essuya les mains sur le tablier et se retourna. Son visage était un masque de douce inquiétude maternelle. « Émilie, parlons comme des adultes. Tu es une fille intelligente. Tu vois ce qui se passe. Qu'est-ce que je vois ? Que nous ne pouvons pas vivre comme ça. » Madame Dubois s'assit, croisant les mains sur le comptoir en granit. « Tu es noyée sous un prêt immobilier. Tu économises pour une rénovation depuis 3 ans. Pendant ce temps, mon appartement est juste là, et je suis seul comme un fantôme. Nous pourrions avoir une magnifique maison de 3 chambres entièrement rénovée. Julien aurait enfin un vrai foyer. J'aurais une chambre et tous les fardeaux financiers seraient levés. Cela te semble-t-il juste ? Cela ressemble à une jolie maison, demanda Aurélie d'un ton doux. Combien coûte-t-elle ? Les yeux de Madame Dubois s'illuminèrent. Oh, j'ai déjà trouvé une nouvelle construction superbe à Neuville, affichée à 950 000 €. Belle finition. Et mon appartement ? Combien vaut-il ? Eh bien, l'expert qui est passé a dit 680 000 €, en supposant que nous clôturions rapidement. Et votre appartement ? Environ 320 000 €, calcula Aurélie à voix haute. 680 000 € plus 320 000 € font exactement 1 million d'euros. La nouvelle maison est à 950 000 €. Il reste 50 000 €. Mais qu'en est-il de votre prêt ? La table devint complètement silencieuse. Quel prêt ? dit Madame Dubois d'une voix serrée. Il n'y a pas de prêt. Alors pourquoi toute la couleur vient de s'écouler de votre visage ? Émilie, pourquoi faut-il toujours que tu sois obsédée par les chiffres, gémit Julien. Je suis une estimatrice, Julien. Je calcule littéralement des chiffres pour gagner ma vie. Aurélie regarda de l'autre côté de la table. Mylène regardait alternativement sa mère et Aurélie. Sérieusement, quel prêt ? demanda Mylène. Mylène, ne te mêle pas de ça. Ça ne te regarde pas. Aurélie posa sa fourchette. 4 100 € par mois en pur paiement d'intérêt au taux standard de prêteur sur gage. Le principal doit approcher les 200 000 €. Suis-je proche ? Madame Dubois tourna la tête vers Aurélie avec la lenteur angoissante de la rouille sur une charnière. 180 000 €, murmura Madame Dubois. D'accord. Relevé de compte daté du 28, caché dans la commode de ma chambre. Mylène regarda son frère. Julien, étais-tu au courant ? Julien ne voulut pas la regarder. Je savais qu'il y avait une dette. Je ne savais pas que c'était autant. 180 000 €. Mylène se leva. Maman, as-tu emprunté près de 200 000 € à un prêteur usuraire ? C'est un prêt garanti, lança la belle-mère, le mot lui échappant avant qu'elle ne puisse le retenir. La pièce devint si silencieuse qu'Aurélie pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur. Elle sentit un froid monter dans son estomac. Garantie contre quoi, Madame Dubois ? Mon appartement, dit-elle rapidement. Contre ma propre propriété. Votre appartement est évalué à 320 000 €. Vous avez emprunté 180 000 € dessus. Aurélie se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Très bien, faisons les vrais calculs. Nous vendons les 2 endroits pour 1 million. Nous remboursons votre dette de 180 000 €. Il reste 820 000 €. Nous sommes maintenant à 130 000 € de moins que le prix d'achat de cette maison à Neuville. Madame Dubois la regarda, sans voix. Ce qui signifie, continua Aurélie, sa voix parfaitement calme, qu'il n'y a pas de maison à Neuville, ou qu'elle est dans un quartier beaucoup moins cher, ou qu'elle n'existe pas du tout. Mes fonds propres allaient être liquidés pour vous sauver de la saisie, et on me dirait que le marché a changé ou que les frais de clôture étaient plus élevés que prévu. Maman, dit Mylène, sa voix tremblante.
Est-ce vrai? Ne me regarde pas comme ça, maman. Répondez-lui. Madame Dubois claqua la main sur la table, faisant sauter les couverts. Oui, c'est vrai. Et alors? Qu'est-ce que je suis censé faire? Mourir dans la rue? Vous n'auriez pas pu venir me voir, cria Mylène. J'aurais trouvé une solution. Tu aurais trouvé une solution? Madame Dubois laissa échapper un rire amer et laid. Tu vis dans une maison de ville en location en banlieue. Qu'est-ce que tu allais trouver exactement? Elle a les moyens. Elle pointa un doigt tremblant vers Aurélie. Alors, tu as décidé de vendre secrètement la maison d'une autre femme. C'est une femme mariée. Les épouses se sacrifient pour la famille. Madame Dubois se leva, le visage rougi de taches rouges foncées. Pourquoi tout le monde me regarde comme si j'étais un monstre? Je vous ai élevés tous les deux seuls. J'ai eu 3 emplois. Je vous ai donné mon dernier sou. Et maintenant, c'est un crime pour moi de demander de l'aide? Vous n'avez pas demandé, dit Aurélie. Qu'est-ce que vous voulez dire par je n'ai pas demandé? Vous n'avez pas demandé. Vous avez volé ma carte de débit par l'intermédiaire de votre fils. Vous avez volé mon acte de propriété. Vous avez fait venir un expert immobilier dans mon salon pendant que j'étais au travail. Vous vous êtes présenté à mon bureau et avez fait une scène devant 9 de mes collègues. Vous avez laissé des messages textuels falsifiés sur le bureau de mon PDG pour me faire passer pour une joueuse compulsive. Aurélie parla avec la précision rythmique d'un métronome. Ce n'est pas demandé. Madame Dubois, vous êtes une prédatrice. Je suis une mère. Vous n'êtes pas ma mère. Madame Dubois haleta, se serrant la poitrine. Toi petite. Et il y a ceci. Aurélie ouvrit son sac fourre-tout, en sortit le dossier de Manille et le laissa tomber sur la table. Elle sortit le premier document. Ceci est la procuration que je vous ai involontairement signée en juillet dernier. Mylène saisit le papier. Maman, tu as un contrôle légal sur ces biens. Pas ces biens, juste des documents administratifs. Le 3 du mois dernier, vous avez utilisé ce document pour geler mon titre de propriété, dit Aurélie, faisant glisser l'ancien registre de propriété sur la table. Juste là, 2e ligne. Je protégeais votre investissement. Vous vérifiez que l'employé du département accepterait la procuration. Prouvez-le. Je n'ai rien à prouver, dit Aurélie. Je vous montre juste ce qui vient ensuite. Elle posa le document suivant sur la table. Ceci est la révocation légale signée et notariée jeudi. Vous recevrez l'avis par courrier recommandé la semaine prochaine, mais j'ai pensé épargner un voyage au facteur. Madame Dubois arracha le papier. Ses mains tremblaient visiblement. Et ceci, dit Aurélie, faisant glisser le dernier morceau de papier sur la table, est la recherche de titre mise à jour d'hier après-midi. Propriétaire Aurélie, nom de famille unique, la seule garantie est mon prêt bancaire. Votre petit gel a été levé jeudi. Ainsi que votre accès. La belle-mère lut les documents. Elle les lut longtemps. Quand elle leva enfin les yeux, Aurélie vit quelque chose dans ses yeux qui n'était pas de la colère, ni du ressentiment, ni même de l'indignation. C'était une terreur pure et primaire. Mon paiement est dû le 28, murmura Madame Dubois. La combativité la quitta complètement. 4100 €. Je sais. Je ne l'ai pas, dit-elle soudainement, sa voix tombant dans un registre de supplication désespérée. Émilie, s'il te plaît, réglons ça. Prête-moi juste une partie. Je te rembourserai. Je te le jure, je me mettrai à genoux tout de suite. Ne faites pas ça, maman, dit Julien, l'air malade. Madame Dubois se retourna brusquement pour faire face à son fils. Julien, raisonne-la. Dis-lui, Julien, sois un homme pour une fois dans ta vie. Julien regarda sa salade de macaroni à moitié mangée. Il leva lentement la tête, regardant sa mère puis Aurélie. Il croissa, vous ne m'avez pas dit que c'était 180 000 € non plus. Je vous jure que je ne savais pas. Je ne voulais pas vous stresser. Tu l'as conduite chez le notaire, cria Mylène à son frère. Elle m'a dit que c'était des papiers pour le camion, cria Julien en retour. Il y avait 3 pages, maman. Tu me les as donnés dans le couloir et tu m'as dit de les enterrer dans la pile. Madame Dubois s'enfonça lentement dans sa chaise, son corps s'affaisant de côté comme si sa colonne vertébrale avait simplement fondu. Mylène recula sa chaise,
les pieds grinçant contre le linoléum. Je m'en vais. David, prends les manteaux. Mylène, s'il te plaît. Je ne peux pas te regarder en ce moment. Maman, je t'appelle la semaine prochaine. La porte d'entrée claqua. Seules 3 personnes restaient dans la salle à manger. Aurélie rangea méthodiquement ses documents, les remit dans le dossier de manille et ferma son sac fourre-tout. Elle se leva. La clé, dit-elle. Madame Dubois ne bougea pas un muscle. La clé de mon appartement. Donnez-la. Elle m'appartient. C'est la clé de rechange de mon fils. Votre fils a sa propre clé. Celle-ci est ma clé de rechange que vous avez empruntée pendant une semaine il y a 2 ans. M'accusez-vous d'être une voleuse? Je demande la restitution de mon bien. La belle-mère la fixa du regard pendant plusieurs secondes angoissantes, puis sourit d'un sourire glacial et pincé. Je la trouverai et je vous la donnerai. La porte claqua. Aurélie resta un instant dans le couloir. Puis elle entra dans la cuisine, jeta le pain de viande et la boîte en plastique directement à la poubelle, et s'assit à table. Son téléphone vibra à 13h01. Un message de Julien. Je reste chez maman. Tu t'es mise dans cette situation. Elle ne répondit pas. Un deuxième message arriva à 23h30. Maman pleure. J'espère que tu es contente. Elle ne répondit pas non plus à celui-là. Les registres de propriété du greffe départemental arrivèrent dans sa boîte mail à 9h le lendemain matin. Aurélie ouvrit le PDF sur son téléphone alors qu'elle était assise dans sa voiture sur le parking du bureau. Elle le lut 3 fois. Propriétaire Aurélie, nom de famille unique. Mais au bas de la page, sous la section concernant les privilèges et charges, il y avait 2 lignes au lieu d'une. La première était son prêt hypothécaire standard. C'était normal. La seconde était une clause restrictive, un gel de titres. Elle stipulait légalement que la propriété ne pouvait être vendue, transférée ou refinancée sans que le propriétaire ne se présente en personne aux côtés d'un représentant désigné. Aurélie ne le comprit pas au début. Puis cela la frappa. Quelqu'un avait déposé un gel de prévention de la fraude sur sa propre propriété. Généralement, les propriétaires font cela pour se protéger du vol d'identité, mais elle n'avait rien déposé. Elle appela Madame Martin depuis la voiture. Madame Martin, il y a une restriction sur mon titre. Je ne l'ai pas autorisée. Elle a été déposée le 3 du mois dernier. Madame Martin fit une pause. Émilie, est-ce que ça pourrait être la banque? Parfois, les prêteurs hypothécaires placent des retenues. Il est spécifiquement indiqué qu'il a été déposé au nom du propriétaire. Eh bien, c'est fascinant, dit Madame Martin. Vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas? Quelqu'un est entré au bureau du département et l'a déposé en votre nom en utilisant une procuration notariée. Je n'ai jamais donné de procuration à qui que ce soit. Êtes-vous absolument sûr de cela? Aurélie ferma les yeux et se força à remonter le temps. L'été dernier, elle et Julien réglaient l'immatriculation et le titre de son nouveau camion. Ils se sont rendus chez un notaire dans un centre commercial. Elle a dû signer les papiers parce que le prêt automobile était techniquement à son nom pour obtenir un meilleur taux d'intérêt, mais Julien était le conducteur principal. Le notaire lui avait remis une pile de pages. Elle les avait signées rapidement sans lire les petits caractères parce qu'elle était en retard à une réunion budgétaire et Julien se tenait juste au-dessus de son épaule en disant « Ce n'est que les papiers de la préfecture. Signe-les. Nous sommes en retard. » Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Trouve-le, ordonna Madame Martin. Il doit y avoir une copie quelque part. Et Émilie, si c'est ce que je pense, elle ne t'a pas trompé. C'est lui qui l'a fait. Aurélie trouva la copie ce soir-là, enfouie tout au fond du tiroir à fourre-tout sous une boîte vide d'iPhone. Elle était longue de 3 pages, imprimée sur du papier légal officiel, daté de juillet de l'année dernière. Elle la lut lentement, traçant le jargon juridique dense avec son index. C'était une procuration générale accordant à Madame Dubois, nom de famille, l'autorité d'agir en tant que son agent légal pour soumettre et récupérer des documents, pour signer des formulaires légaux en son nom et pour autoriser des transactions immobilières. Il n'y avait pas de clause spécifique l'autorisant à vendre directement l'appartement sans, Dieu merci, pour les petites grâces. Mais cela lui donnait le pouvoir de l'entraver. Aurélie lut jusqu'au bas de la page et s'effondra sur le sol. Elle avait signé cela de sa propre main il y a 1 an, avec son mari assis juste à côté d'elle,
lui disant que c'était juste pour la voiture. Son téléphone vibra. Julien. Elle appuya sur accepter et porta le téléphone à son oreille, écoutant sa respiration. Émilie, écoute. Assez, c'est assez. Faisons la paix. Julien, j'ai trouvé la procuration. Silence total sur la ligne. Quelle procuration? Celle de l'année dernière pour ta mère. Celle que tu as glissée dans la pile de papier chez le notaire quand nous faisions le titre de voiture. Je n'ai rien glissé nulle part. Tu as dit signe-le. Nous sommes en retard. Et alors? C'est juste un formulaire d'agence standard. Maman nous aide avec les tracas bureaucratiques. Tu es toujours au bureau. Qui d'autre va faire la queue aux bureaux départementaux pour nous? Elle l'a utilisé pour placer un gel restrictif sur le titre de mon appartement. Quel gel? De quoi parles-tu? Elle a déposé un document légal stipulant que la propriété ne peut être touchée à moins que je ne me présente en personne avec elle. Julien resta silencieux un instant. Et puis bizarrement, sa voix se remplit de soulagement. Eh bien, tu vois, ça le prouve. C'est une bonne chose. Elle te protégeait contre la fraude au titre. Aurélie était assise par terre, fixant le mur d'un air vide. Julien, utilise ton cerveau une seconde. Pourquoi ta mère déposerait-elle secrètement des protections légales contre la fraude sur ma propriété? Parce qu'elle se soucie de nous. Parce qu'elle a contracté un prêt usuraire massif un mois auparavant. Il se tut à nouveau. Elle tâtait le terrain, dit Aurélie, sa voix étrangement calme. Elle a déposé un gel restrictif juste pour voir si l'employé accepterait la procuration. Cela a fonctionné, ce qui signifie qu'elle sait que le document est juridiquement contraignant. Elle sait qu'elle a un levier. Émilie, tu es en train de délirer avec des théories de conspiration paranoïaques. Elle a mis le gel pour que personne d'autre ne puisse toucher à l'équité pendant que nous nous préparions à le vendre et à acheter la maison ensemble. C'est de la folie absolue et tu le sais. Il n'eut pas de réponse. Je révoque la procuration, dit Aurélie. N'ose pas. Elle entendit un ton dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendu en 3 ans de mariage. Une panique pure et non adultérée. Pourquoi ne devrais-je pas oser, Julien? Parce que ça va l'insulter. Ça va l'insulter, répéta Aurélie d'un ton sec. Compris. Émilie, attends. Attends. Rencontrons-nous et parlons-en normalement. D'accord, dit Aurélie, se surprenant elle-même. Faisons ça ce samedi chez ta mère. Dis-lui que je veux discuter de la logistique de l'achat de la maison de 3 chambres. Elle raccrocha et s'assit dans l'appartement silencieux, le téléphone sur ses genoux. Le jeudi, elle se rendit chez un autre notaire. La révocation du document lui prit 40 minutes et lui coûta 40 €. La notaire, une femme aux yeux perçants, ses lunettes de lecture sur une chaîne en argent, regarda la date d'émission originale et ricana. Il est resté actif pendant 1 an entier. Avez-vous déjà lu ce truc? Je l'ai lu pour la première fois hier. D'accord, dit sèchement la notaire. Nous enverrons l'avis de révocation officielle à l'agent désigné par courrier recommandé. Combien de temps cela prend-il? Généralement 3 à 5 jours ouvrables. Aurélie hocha la tête. Cela lui laissait suffisamment de temps. Le vendredi, elle soumit une demande de levée du gel de titre en utilisant sa révocation nouvellement notariée. Elle imprima le registre de propriété mis à jour. Elle le plaça dans un dossier de manille aux côtés de la procuration, du reçu de révocation et du relevé de près de 4100 €. Madame Martin l'appela vendredi soir. Alors, c'est révoqué? C'est révoqué. Bonne fille. Maintenant, écoute-moi très attentivement. Demain, elle va te malmener. Elle va jouer la victime la plus douce et la plus tragique que tu aies jamais vue. Elle va pleurer en parlant de mourir seule. Ton travail n'est pas de te disputer. Comment ne pas me disputer? Hoche juste la tête. Laisse-la parler. Sois d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que quand un narcissique réalise que tu ne te bats pas, il se sent à l'aise. Et quand il se sent à l'aise, il en dit trop, dit Madame Martin. 22 ans au RH, Émilie, ça marche à chaque fois. Aurélie sourit pour la première fois en 1 semaine. Merci, Madame Martin. Ne me remercie pas encore. Oh, et Émilie,
allume l'application d'enregistrement vocal sur ton téléphone avant d'entrer. Pas pour un procès, juste pour toi. Pour que, dans un an, quand ils essaieront de te manipuler, tu puisses te rappeler que tu n'étais pas folle. Le samedi, Aurélie arriva à l'appartement de sa belle-mère à Neuville à 14 heures. L'endroit sentait fortement le rôti de porc et le parfum floral capiteux. Sur la table de la salle à manger, il y avait un buffet, de la salade de macaroni, des petits pains et une carafe de limonade. Assis à table se trouvaient Julien et sa sœur aînée Mylène, qui était venue de la banlieue avec son mari. Émilie, Madame Dubois se précipita vers elle dans l'entrée, la serrant dans ses bras. « Enfin, enlève ton manteau. Viens t'asseoir. » Aurélie entra et s'assit. Pendant les 20 premières minutes, la conversation resta strictement sur un terrain neutre. Le nouveau SUV de Mylène. Le prix ridicule des courses. Le temps. Madame Dubois continuait de servir de la salade dans l'assiette d'Aurélie, en claquant la langue. « Tu deviens si mince, ma chérie. Tu te donnes tant de mal au travail. » Enfin, elle écarta sa propre assiette. « Très bien, les enfants. Passons aux choses sérieuses. » Mylène posa son verre. « Maman, peut-être ne devrions-nous pas faire ça tout de suite. »« Non, Mylène, nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas continuer à l'éviter. » Madame Dubois se tourna vers Aurélie, son expression se transformant en un portrait de bonté lasse. « Émilie, j'ai beaucoup réfléchi cette semaine, et je réalise que j'avais tort. Je n'aurais jamais dû me présenter à votre bureau comme ça. » Aurélie hocha la tête, sans dire un mot. « C'était inapproprié, continua la belle-mère, enhardie par le manque de résistance. J'ai perdu mon sang-froid. Mais vous devez comprendre ma perspective. J'étais terrifié. Je pensais que vous cachiez de l'argent à Julien. Je ne cache rien. Je le vois maintenant. » Elle soupira lourdement. « Mais essayez de voir mon côté. J'ai 58 ans. J'ai travaillé toute ma vie. Et qu'est-ce que j'ai ? Un appartement d'une chambre au rez-de-chaussée qui a besoin de réparations constantes. Je veux juste que nous soyons une vraie famille. » « Mylène, n'interromps pas, dit Aurélie, qui était restée silencieuse. « Voici ma proposition, dit chaleureusement Madame Dubois. Faisons cela de la bonne manière. Nous vendons votre appartement. Nous vendons mon appartement. Nous récupérons les fonds propres. Et nous achetons une belle maison de 3 chambres. Julien aura de vraies fondations. J'aurai une petite suite à l'arrière et tous les fardeaux financiers seront levés. Cela vous semble-t-il juste ? » « Cela ressemble à une jolie maison, demanda Aurélie d'un ton doux. Combien coûte-t-elle ? Les yeux de Madame Dubois s'illuminèrent. Oh, j'ai déjà trouvé une nouvelle construction superbe à Neuville, affichée à 950 000 €. Belle finition. Et mon appartement ? Combien vaut-il ? Eh bien, l'expert qui est passé a dit 680 000 €, en supposant que nous clôturions rapidement. Et votre appartement ? Environ 320 000 €, calcula Aurélie à voix haute. 680 000 € plus 320 000 € font exactement 1 million d'euros. La nouvelle maison est à 950 000 €. Il reste 50 000 €. Mais qu'en est-il de votre prêt ? La table devint complètement silencieuse. Quel prêt ? dit Madame Dubois d'une voix serrée. Il n'y a pas de prêt. Alors pourquoi toute la couleur vient de s'écouler de votre visage ? Émilie, pourquoi faut-il toujours que tu sois obsédée par les chiffres, gémit Julien. Je suis une estimatrice, Julien. Je calcule littéralement des chiffres pour gagner ma vie. Aurélie regarda de l'autre côté de la table. Mylène regardait alternativement sa mère et Aurélie. Sérieusement, quel prêt ? demanda Mylène. Mylène, ne te mêle pas de ça. Ça ne te regarde pas. Aurélie posa sa fourchette. 4 100 € par mois en pur paiement d'intérêt au taux standard de prêteur sur gage. Le principal sur cela doit approcher les 200 000 €. Suis-je proche ? Madame Dubois tourna la tête vers Aurélie avec la lenteur angoissante de la rouille sur une charnière. 180 000 €, murmura Madame Dubois. D'accord. Relevé de compte daté du 28, caché dans la commode de ma chambre. Mylène regarda son frère. Julien, étais-tu au courant ? Julien ne voulut pas la regarder. Je savais qu'il y avait une dette.
Je ne savais pas que c'était autant. 180 000 euros. Mylène se leva. Maman, as-tu emprunté près de 200 000 euros à un prêteur usuraire? C'est un prêt garanti, lança la belle-mère, le mot lui échappant avant qu'elle ne puisse le retenir. La pièce devint si silencieuse qu'Aurélie pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur. Elle sentit un froid monter dans son estomac. Garantie contre quoi, Madame Dubois? Mon appartement, dit-elle rapidement. Contre ma propre propriété. Votre appartement est évalué à 320 000 euros. Vous avez emprunté 180 000 euros dessus. Aurélie se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Très bien, faisons les vrais calculs. Nous vendons les 2 endroits pour 1 million. Nous remboursons votre dette de 180 000 euros. Il reste 820 000 euros. Nous sommes maintenant à 130 000 euros de moins que le prix d'achat de cette maison à Neuville. Madame Dubois la regarda, sans voix. Ce qui signifie, continua Aurélie, sa voix parfaitement calme, qu'il n'y a pas de maison à Neuville, ou qu'elle est dans un quartier beaucoup moins cher, ou qu'elle n'existe pas du tout. Mes fonds propres allaient être liquidés pour vous sauver de la saisie, et on me dirait que le marché a changé ou que les frais de clôture étaient plus élevés que prévu. Maman, dit Mylène, sa voix tremblante. Est-ce vrai? Ne me regarde pas comme ça, maman. Répondez-lui. Madame Dubois claqua la main sur la table, faisant sauter les couverts. Oui, c'est vrai. Et alors? Qu'est-ce que je suis censé faire? Mourir dans la rue? Vous n'auriez pas pu venir me voir, cria Mylène. J'aurais trouvé une solution. Tu aurais trouvé une solution? Madame Dubois laissa échapper un rire amer et laid. Tu vis dans une maison de ville en location en banlieue. Qu'est-ce que tu allais trouver exactement? Elle a les moyens. Elle pointa un doigt tremblant vers Aurélie. Alors, tu as décidé de vendre secrètement la maison d'une autre femme. C'est une femme mariée. Les épouses se sacrifient pour la famille. Madame Dubois se leva, le visage rougi de taches rouges foncées. Pourquoi tout le monde me regarde comme si j'étais un monstre? J'ai élevé vous deux seuls. J'ai eu 3 emplois. Je vous ai donné mon dernier sou. Et maintenant, c'est un crime pour moi de demander de l'aide? Vous n'avez pas demandé, dit Aurélie. Qu'est-ce que vous voulez dire par je n'ai pas demandé? Vous n'avez pas demandé. Vous avez volé ma carte de débit par l'intermédiaire de votre fils. Vous avez volé mon acte de propriété. Vous avez fait venir un expert immobilier dans mon salon pendant que j'étais au travail. Vous vous êtes présenté à mon bureau et avez fait une scène devant 9 de mes collègues. Vous avez laissé des messages textuels falsifiés sur le bureau de mon PDG pour me faire passer pour une joueuse compulsive. Aurélie parla avec la précision rythmique d'un métronome. Ce n'est pas demandé. Madame Dubois, vous êtes une prédatrice. Je suis une mère. Vous n'êtes pas ma mère. Madame Dubois halta, se serrant la poitrine. Toi petite. Et il y a ceci. Aurélie ouvrit son sac fourre-tout, en sortit le dossier de Manille et le laissa tomber sur la table. Elle sortit le premier document. Ceci est la procuration que je vous ai involontairement signée en juillet dernier. Mylène saisit le papier. Maman, tu as un contrôle légal sur ces biens. Pas ces biens, juste des documents administratifs. Le 3 du mois dernier, vous avez utilisé ce document pour geler mon titre de propriété, dit Aurélie, faisant glisser l'ancien registre de propriété sur la table. Juste là, 2e ligne. Je protégeais votre investissement. Vous vérifiez que l'employé du département accepterait la procuration. Prouvez-le. Je n'ai rien à prouver, dit Aurélie. Je vous montre juste ce qui vient ensuite. Elle plaça le document suivant sur la table. Ceci est la révocation légale signée et notariée jeudi. Vous recevrez l'avis par courrier recommandé la semaine prochaine, mais j'ai pensé épargner un voyage au facteur. Madame Dubois arracha le papier. Ses mains tremblaient visiblement. Et ceci, dit Aurélie, faisant glisser le dernier morceau de papier sur la table, est la recherche de titre mise à jour d'hier après-midi. Propriétaire Aurélie seule, la seule garantie est mon prêt bancaire. Votre petit gel a été levé jeudi. Ainsi que votre accès. La belle-mère lut les documents. Elle les lut longtemps. Quand elle leva enfin les yeux, Aurélie vit quelque chose dans ses yeux qui n'était ni de la colère, ni du ressentiment, ni même de l'indignation. C'était une terreur pure et primaire.
Mon paiement est dû le 28, murmura Madame Dubois. La combativité la quitta complètement. 4100 €. Je sais. Je ne l'ai pas, dit-elle soudainement, sa voix tombant dans un registre de supplication désespérée. Émilie, s'il te plaît, réglons ça. Prête-moi juste une partie. Je te rembourserai. Je te le jure, je me mettrai à genoux tout de suite. Ne faites pas ça, maman, dit Julien, l'air malade. Madame Dubois se retourna brusquement pour faire face à son fils. Julien, raisonne-la. Dis-lui, Julien, sois un homme pour une fois dans ta vie. Julien regarda sa salade de macaroni à moitié mangée. Il leva lentement la tête, regardant sa mère puis Aurélie. Il croissa, vous ne m'avez pas dit que c'était 180 000 € non plus. Je vous jure que je ne savais pas. Je ne voulais pas vous stresser. Tu l'as conduite chez le notaire, cria Mylène à son frère. Elle m'a dit que c'était des papiers pour le camion, cria Julien en retour. Il y avait 3 pages, maman. Tu me les as donnés dans le couloir et tu m'as dit de les enterrer dans la pile. Madame Dubois s'enfonça lentement dans sa chaise, son corps s'affaisant de côté comme si sa colonne vertébrale avait simplement fondu. Mylène recula sa chaise, les pieds grinçant contre le linoléum. Je m'en vais. David, prends les manteaux. Mylène, s'il te plaît. Je ne peux pas te regarder en ce moment. Maman, je t'appelle la semaine prochaine. La porte d'entrée claqua. Seules 3 personnes restaient dans la salle à manger. Aurélie rangea méthodiquement ses documents, les remit dans le dossier de manille et ferma son sac fourre-tout. Elle se leva. La clé, dit-elle. Madame Dubois ne bougea pas un muscle. La clé de mon appartement. Madame Dubois, je ne demande pas une deuxième fois. Je ne l'ai pas sur moi. Aurélie croisa les bras et attendit. La belle-mère resta parfaitement immobile pendant 20 secondes angoissantes. Puis elle se leva lentement, entra dans sa chambre et revint. Elle jeta une clé en laiton sur un porte-clés en plastique en forme de marguerite sur la table à manger. Par-dessus, elle jeta l'acte de propriété original de l'appartement d'Aurélie, plié. Aurélie les ramassa tous les deux et les laissa tomber dans son sac à main. Merci. Tu me tues sans couteau, siffla Madame Dubois, les larmes coulant enfin sur son mascara. Je récupère ma clé de rechange de ma propre propriété. Aurélie se retourna et se dirigea vers l'entrée. Julien se précipita de la table. Émilie, attends. Elle se retourna, la main sur la poignée de porte. Je ne savais pas pour le gel de titre, plaida-t-il, la voix brisée. Je jure sur ma vie que je ne savais pas qu'elle avait fait ça. Mais tu savais pour la carte de débit volée. Tu savais pour le prêt usuraire. Tu m'as conduite chez le notaire et tu m'as trompé pour que je renonce à mes droits. Je peux arranger ça. Nous pouvons arranger ça. Non, Julien. Tu n'as même pas le droit de jouer la victime ici. Aurélie ferma son manteau. Tu m'as trompé il y a 1 an. Tu as volé mon argent. Et tu es resté assis là à cette table et tu as gardé le silence pendant que ta mère m'expliquait pourquoi ma maison lui appartenait en fait. Je n'ai pas gardé le silence à la fin. Tu as parlé à la fin, le corrigea Aurélie froidement. Seulement quand il est devenu mathématiquement évident qu'elle avait perdu. Il ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Je fais changer les serrures demain matin, dit Aurélie. Quand tu auras trouvé un endroit où louer, envoie-moi un message et je déverrouillerai le pen dormant pour que tu puisses venir chercher tes vêtements. Elle sortit dans le couloir et, sans attendre l'ascenseur, descendit toutes les marches. Le serrurier arriva à 9 h le dimanche. Il changea le pen dormant en moins d'1 heure et lui factura 150 €. C'était un gars bavard et il demanda si elle avait perdu ses clés dans les bars. Aurélie sourit et dit oui. Elle les avait perdues. Le lundi matin, elle arriva au bureau à 8 h 40. Elle passa devant le service de comptabilité, s'arrêta et fit demi-tour. Madame Martin était déjà à son bureau, lunettes sur le nez, tapant frénétiquement sur une calculatrice à 10 touches. Alors, as-tu récupéré la clé? Devant la fille et le fils, dit Aurélie. Madame Martin retira ses lunettes. Et elle m'a dit que je la tuais sans couteau. Ils utilisent littéralement tous le même script? Madame Martin remit ses lunettes. Va travailler, Émilie. Ton budget de la phase 3 est un désastre.
Aurélie sortit dans le couloir et faillit heurter Chloé, qui portait une pile de fiches de paie fraîches. Chloé se pencha et baissa la voix dans un murmure dramatique. « Et, Émilie, est-ce que t'as? Est-ce qu'elle va revenir ?» Aurélie regarda le comptoir de la réception. L'endroit exact où, 2 semaines auparavant, un permis de conduire ouvert et un acte de naissance avaient été claqués. « Elle ne reviendra pas, dit Aurélie pendant son heure de déjeuner. Mylène l'appela. Elle dit que leur mère avait passé toute la nuit à appeler frénétiquement tous les parents éloignés du centre de la France, mendiant 5 000 € ici, 10 000 € là. Oncle Daniel avait envoyé 2 000 €, mais tout le monde lui avait raccroché au nez. Le 28 approchait, et elle était officiellement en défaut de paiement sur le prêt usuraire. Il procédait agressivement à la saisie de l'appartement de Neuville. « Émilie, je n'appelle pas pour te demander de l'argent, dit Mylène doucement. Je voulais juste te dire, tu as eu raison de faire ce que tu as fait. Je suis désolée. Je sais. Elle dit à tout le monde dans la famille que tu es une folle qui a détruit la vie de Julien, au fait. Laisse-la dire ce qu'elle veut. » Aurélie raccrocha et ouvrit son ordinateur portable. Le budget de construction de la phase 3 brillait toujours sur son écran. La double dépense d'armature était toujours là, ligne 24. Un supplément de 112 000 € qu'un sous-traitant louche avait très soigneusement essayé de cacher entre 2 postes identiques. Elle surligna la ligne frauduleuse, la supprima, recalcule le total principal et envoya le fichier mis à jour à Monsieur Dupont. 1 minute plus tard, un email apparut dans sa boîte de réception. Reçu. Belle prise. Heureux de vous avoir pour les chiffres. Aurélie fouilla dans la poche de son manteau et sortit la vieille clé en laiton avec le porte-clés en plastique en forme de marguerite. Elle la fit rouler entre ses doigts pendant quelques secondes, sentant son poids.